Bonjour mesdames, donc on va dédier le cours Lilou Nishmat Sarah Bat Moshe et Eliaou Ben Yitzhak. Alors, dans la paracha de cette semaine, oui, on parle des Meraglim, mais ce qui m'intéresse, on va essayer de réfléchir à comment encourager les gens, quelle démarche, quel pouvoir à l'encouragement, ouais, combien c'est fort et c'est important d'encourager les gens, de leur donner confiance en eux. Et on va essayer de traiter ça à travers la paracha et d'autres références. Alors c'est marqué dans la paracha, Vidaber Hachem el Moshe les morts. Hachem dit à Moshe, Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes, Vayatourou et Teretz Canaan, afin qu'ils explorent le pays de Canaan. Asherani noten livnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Ishechad et Matei avotav tishlachou. Donc à une personne par tribu, vous enverrez. Kol nasibahem, chaque chef de tribu qui s'y trouve. Donc on a choisi une personne par tribu. C'est-à-dire qu'il y a une sélection extrême, quoi. Une personne par tribu. Et c'est marqué Shelach lecha anashim. Rachid expliquait, c'est quoi lecha? Rachid est dartecha. Envoie pour toi selon ce que tu penses, tu estimes, tu réfléchis. Ouais. Pourquoi c'est marqué les dartecha? Selon ce que tu penses, parce qu'on sait que Moshe, il était inspiré par Hachem. Ouais, chaque fois qu'il avait une question, il avait un pouvoir de prophétie qui lui permettait de savoir ce qu'Hachem pensait. D'accord? Et donc c'était ça, la capacité d'être un ave, c'est-à-dire de se confondre avec la volonté d'Hachem, lui permet d'avoir cette capacité d'être inspiré par Hachem. Mais là il dit non, là je t'inspire pas, tu décides, intellectuellement tu décides. Donc lecha, c'est traduit les dartecha. Il a dit, Hachem lui dit, Ani enini metzavelecha, je ne t'ordonne pas de choisir des explorateurs, oui. Ouais, si tu désires, on le renvoie. Ouais, on sait que les Israël avaient un doute, est-ce qu'il fallait rentrer en Israël, explorer la terre d'Israël, on devait rentrer, donc faire la conquête d'Israël. Comment ça va se passer? C'est pas simple, donc il faut savoir exactement de quoi est fait l'ennemi, donc on envoie des gens, ouais, pour explorer la terre d'Israël. Mais Rachid nous traduit l'echa, c'est quoi toi? Ouais, toi, c'est ta capacité mentale à réfléchir. Voilà ce que dit Rachid, c'est ça l'echa. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, ouais, au début du Sefer Bereshit. Hachem va s'adresser à Avraham Avinu, ouais, et il lui dit il faut que tu partes. Donc Lech Lecha, et là-bas, hein, il lui dit parte pour toi, Mimolatecha, ouais, Mimolatecha, c'est vers de l'endroit où tu es né, Mi Bet Avicha, la maison de tes parents, El Aretz Ashereka, vérité que je te montrerai. Ouais. Et là-bas, Rachid traduit Lecha, c'est quoi toi? Oui, et Rachid dit Le'anatra, c'est-à-dire le besoin corporel que tu as d'être ailleurs, c'est un désir, oui. La ana, c'est un plaisir, et les tovatra est pour le bien. Il faut mieux que tu t'en ailles, que tu auras plaisir à être ailleurs, oui. Et à la fois, les tovatra, c'est qu'il est bien pour toi d'être ailleurs. Donc il y a cette notion du bon et du bien, c'est-à-dire, vous avez bien compris que le bon, ben, c'est un ressenti corporel, et le bien, c'est un ressenti spirituel. Comme si qu'on devait s'adresser. Quand on parle à quelqu'un, on s'adresse à deux personnes. Il y a une partie corporelle et une partie intellectuelle. Comme si quand on devait s'adresser au corps et à la neshama. Ça va? Voilà. Quand on parle à quelqu'un, on lui dit ça. Pourquoi c'est important ça? Parce que quand vous décidez quelque chose, il faut savoir que c'est pas... Je dis oui, j'ai décidé que, en fait, j'ai eu envie de... Mais c'est qui a envie? Est-ce que c'est votre partie corporelle qui désire? Ou des fois, j'ai pas envie. Ah non, ça, j'ai pas envie. C'est trop difficile, c'est trop dur, c'est trop long, ça coûte trop cher. En fait, c'est quelle partie de vous qui décide? Est-ce que c'est la partie corporelle qui décide? Ou c'est la partie cérébrale qui décide? Essayez de réfléchir si vous n'aviez pas de corps. Qu'est-ce que vous auriez décidé? Ça va? Et qu'est-ce que fait votre corps comme action pour vous faire pencher dans la balance quelque chose? Oui? Oui? Vous avez compris? À chaque fois que vous décidez, c'est ça. Donc Rachel, quand il s'adresse à Avraham Avinu, il lui dit Lech Lecha. Mais il faut savoir que si tu pars là-bas, il faut que tu aies plaisir à être ailleurs. Et il faut aussi que tu sentes que c'est bien pour toi d'être là-bas. Donc c'est le bon et le bien qui se mêlent l'un dans l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que des fois c'est super spirituellement, hein, mais corporellement il n'y a aucun intérêt. Donc à un moment donné on va se lasser d'être ailleurs. Parce que spirituellement c'est super, bien, c'est bien, mais je ne trouve pas de satisfaction personnelle corporellement, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas d'endroit où je m'épanouis, où j'ai envie d'être là-bas, et donc à un moment donné je vais lâcher. Ça va? Ou l'inverse, c'est magnifique corporellement, alors on est à Eilat, la plage, les palmiers, la plage, les trucs, on va bronzer toute la journée, ouais, mais à un moment donné, je dis voilà, je vais prendre ma retraite, je vais partir à Eilat. Bah oui, c'est un endroit idéal, on bronze toute la journée, mais combien de temps tu vas bronzer? Toute ta vie tu vas bronzer, ouais. À un moment donné, il dit bon ben c'est vrai, mais bon c'est vrai c'est vrai qu'on va pas être sur la plage toute la journée, donc ouais c'est vrai la mer une fois, deux fois, 10 fois, 30 fois, 100 fois, 1000 fois, mais à un moment donné,
Parce que spirituellement, il n'y a rien, vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'on est contenté physiquement, mais pas forcément spirituellement. À chaque fois qu'il y a l'un sans l'autre, on est toujours, encadré par quelque chose qui va nous faire pencher dans le sens inversé. C'est-à-dire, j'ai décidé que finalement je rebrousse chemin. Pourquoi? Parce que soit spirituellement ça ne me contente pas, soit physiquement ça ne me contente pas. Ça va? Je n'ai pas de plaisir à être là-bas. Ouais? Voilà. Donc quand je refuse ou quand j'accepte, c'est parce qu'il faut à chaque fois que les deux se trouvent. Parce que nous sommes deux. Vous avez un corps et vous avez une neshama. On ne peut pas se passer. Donc c'est ça l'echa. Donc Rachid nous traduit dans l'echa. Il faut absolument que quand tu partes, tu saches que ce soit par plaisir et aussi que ce soit bien pour toi. Et ici, il nous dit notre définition, Rachid. Il dit les dartecha sont ce que tu penses. On a l'impression que c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis que l'echa, c'est ce qui définit en fait la partie intérieure-extérieure. Et une fois, c'est qu'est-ce que tu fais de toi pour décider. En fait, il n'y a pas de paradoxe. Quand vous décidez quelque chose, les dartecha, c'est toujours ce problème. On est confronté tout le temps à ce dilemme. Je fais ou je fais pas. Mais pourquoi tu es en problème? C'est comme je dis, je vais faire la mise. On m'a demandé de rendre service à quelqu'un. Je dis ouais, je veux bien, mais bon, pourquoi il est venu me voir moi? Et puis j'ai pas le temps. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis à quelle heure? Et quand? Et j'espère pas le dimanche parce que dimanche, vous avez compris? Mais pourquoi tu refuses? T'as des chamans, il dit mais il t'a demandé, il t'a tendu une perche, t'as une mitzvah, vas-y fonce. D'un côté, mon corps il dit attends, j'ai autre chose à faire. Vous avez compris pas? En fait, quand on décide, on croit que c'est nous qui décidons, mais il faut juste définir quelle partie de moi décide. C'est ça. Les dartecha, selon ce que tu penses. Vous avez compris? C'est-à-dire que moi je te dis que la terre est bonne, tu peux avoir confiance en moi, elle est bonne la terre. Pourquoi tu m'envoies des miraglim? Pourquoi tu m'envoies des explorateurs? Bah je sais pas, ils sont venus voir, ils doutent. Moi j'ai pas de problème, hein, mais ils doutent, les Israël doutent. Alors je sais pas, j'y vais pas. Donc c'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il a un problème pas personnel. Évidemment que lui, il aurait été direct, vous avez compris. Seulement comme les gens qui m'ont côtoyé, qui m'ont demandé, ils doutent. Alors je sais pas, j'y vais pas, on fait quoi? Il dit les dartecha, selon ce que tu penses, vas-y fais. Ce qui est intéressant, c'est ça. Vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire que ce qui est marqué dans Rashi, là-bas, dans la paracha de Lech Lecha, il faut réfléchir à ce qui est écrit. C'est marqué Lech Lecha, part pour toi, Mertzecha, de ton pays. Mimonatecha, l'endroit où tu es né. Mi bet avicha, la maison de tes parents. Vérité que je te montrerai. Voilà ce qu'il a dit. C'est étonnant parce que quand on dit à quelqu'un va-t'en, bah, tu fais tes valises, bah, tu quittes tes parents. Ça va? Tu quittes l'endroit où tu es né, et après tu quittes ton pays. Bah, géographiquement, c'est comme ça que ça se passe, oui. Et là, dans le verset, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Artsecha, ton pays, la maison de tes parents, l'endroit où tu es né. On n'a pas suivi, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents. On n'a pas suivi le déplacement géographique d'Avraham Avinu. À part ça, c'est aussi marqué. Rachid nous dit pourquoi la Torah elle s'allonge en disant la maison de tes parents, l'endroit où tu es né. Il fallait dire bon, Lech Lecha, vers un pays que je te montrerai, c'est tout, c'était simple. Tu te déplaces. Et Rachid dit non, Hachem, il a rajouté des mots. Oui, il a rajouté 3 mots en fait. Il a rajouté ton pays, l'endroit où tu es né avec tes parents, pour donner un salaire sur chaque mot rajouté. Maintenant, le Sama Mikalem, il pose une question, il dit mais depuis quand on donne un salaire sur un moyen? C'est-à-dire le but, c'était d'arriver vers le pays que je te montrerai. Et l'objectif, c'était ça. Le moyen qui permet d'y accéder, bah, il faut bien que tu prennes le métro, il faut que tu prennes un taxi, il faut que tu quittes tes parents, il faut que tu quittes ton pays. Évidemment, c'est ce qui te permet d'accéder au but. C'est ça? Oui. Depuis quand tu payes un salaire sur un moyen? Depuis quand on paye un salaire parce que madame, elle a pris ses valises, parce que madame, elle a été à l'aéroport, parce que madame, elle a quitté l'endroit où elle vivait, pour aller dans un pays où on lui montrera. Mais l'objectif, c'est pas ça. Hein. C'était pas ça l'objectif. On peut payer un salaire sur un moyen. C'est ça qu'il demande. Depuis quand on paye un salaire sur un moyen? C'est ça. 1, pourquoi il a rajouté ces mots? 2, ça ne correspond pas au déplacement d'Abraham. Et 3, depuis quand on paye un salaire sur un moyen? C'est ça. En fait, il y a marqué un yesod ici. Il y a marqué un secret. Attention. On pense tout le temps qu'il y a des étapes qu'on doit franchir pour arriver à un but dans sa vie. Ça va? Et nous, on est pressés. Par exemple, quelqu'un dit je vais faire ma lia. Et c'est simple, tu vas dans une agence, tu vas sur Internet, tu prends des billets d'avion et tu t'en vas. Le problème, c'est que, bon, tu vas partir là-bas. Seulement, tu es française. Artsecha. Molatecha, tu as quand même grandi dans un endroit. Ouais, c'est vrai. Et t'as des références, t'as des amis, etc. Et après, la maison de tes parents. Ah, ça c'est compliqué ça. Parce que tu t'en vas, mais tes parents, ils sont restés là-bas. En fait, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous explique
elle se fiche du déplacement d'Abraham Avinu. La problématique psychologique, elle est en crescendo. D'abord, c'est Artsecha. Après, c'est l'endroit où tu es né. Et après, le plus compliqué, c'est la maison de tes parents. Ça veut dire que Hachem nous explique ici que ce sont des phases d'évolution qui nous permettent d'accéder à un but. Mais il faut que tu saches une chose. La première chose, et que c'est un but en soi, c'est pour ça qu'il y a un salaire. C'est de savoir que, attention, tu quittes ton pays. Tu quittes ta culture, tu quittes ton langage, tu quittes... vous avez compris tout ça? Ça fait partie des éléments qu'on doit solutionner. Tant que tu ne l'as pas solutionné, tu vas revenir en arrière. C'est comme tu plantes un clou là, et tu as un élastique. Et hop, tu pars là-bas, tu reviens à l'endroit. Parce que ton problème, c'est qu'ailleurs où tu te trouves, tu ne te sens pas adapté parce que tu es resté une Française là où tu vis. Et c'est pas possible. Vous avez compris? Il faut s'acclimater à l'endroit. Donc tant que tu t'es pas préparé à l'idée de t'acclimater là où tu vas, ça veut dire quoi s'acclimater? Il faut que ça soit bon pour moi et bien pour moi. Mais tant que tu penses, non, je vais rester là-bas, non, je vais rester une Française à l'étranger. C'est comme si je vais partir en Chine, mais je reste une Française. Je parle pas chinois, je comprends pas le langage, ni la mentalité, ni l'endroit, je reste chez moi. Un, tu vas t'ennuyer, et deux, tu vas te démoraliser. Donc il faut t'acclimater, c'est normal. Ça, c'est un but. C'est un but, c'est pas un moyen, c'est un but. Après, c'est Molatecha. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans un quartier pendant toute leur jeunesse, et ils se sont mariés, et ils rêvent qu'une chose, c'est de retourner avec sa femme à l'endroit où il est né. Vous avez compris? Parce que j'ai des repères, j'ai des amis, j'ai mes rabbinim, j'ai mes machins. Parce que Molatecha, c'est un ancrage, vous comprenez, Molatecha. Il faut que tu saches que tant que tu es ancré là-dedans, et que tu as décidé de partir ailleurs, il faut absolument que tu t'acclimates là où tu vas. Donc Molatecha, c'est plus compliqué encore. Et le plus difficile, c'est Bet Avicha. Vous avez compris? Donc ce que la Torah nous dit, c'est ça. Ça veut dire que il faut arriver à se concentrer dans l'intérêt et l'avantage qu'on a d'être ailleurs. Mais si on ne fait pas ce travail avant, c'est ça le salaire, vous comprenez? Le salaire, c'est ça le salaire. Mais Hachem, il est obligé de dire, mais tu sais, si tu t'adaptes, je te donnerai un salaire. Le salaire, c'est quoi le salaire? Ouais, c'est pas qu'on va avoir des billets de banque, non, il y a 0 billet de banque. Le salaire, c'est la capacité à être quelque part, la capacité d'adaptation, c'est ça ton salaire. C'est comme quelqu'un, il vient, il se présente pour une embauche, et dit, montrez-moi votre CV. S'il n'y a qu'une seule ligne, ton salaire, il va être fonction de la ligne. Mais plus il y a des lignes, ouais, plus il y a des compétences, et plus ton salaire, il va augmenter. Il faut atteindre des compétences. C'est ça l'echa. L'ech lecha. Vous avez compris l'echa? C'est ça l'echa. C'est ça que dit Rashi. L'echa, il faut que tu saches être acclimaté à l'endroit où tu vas vivre. Mais il y a plusieurs étapes à franchir, évidemment. Mais ces étapes, elles sont fondamentales. Et Hachem, il dit, je te promets, tu auras un salaire. Il faut réconforter la personne. Mais ce salaire, en vérité, on va dire, est-ce qu'intellectuellement, ça se dit? Comme c'est que j'ai un caprice, il dit, j'ai la sucette. T'inquiète pas, j'ai le salaire. Vous avez compris? En vérité, ce langage, il parle pas à ma tête, il parle à mon corps. C'est comme je vous dis, il va falloir faire des télim dimanche matin à 5h du matin. Pour la situation, dimanche à 5h du matin. Vous venez ou pas? Il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu tôt quand même. Puis c'est dimanche, le seul jour où je peux me reposer, je vois mes enfants, mon mari, je sais pas. Bon. Écoutez, vous avez raison, c'est pas facile. Écoutez, je vous donne 2000 euros. 2000 euros. Vous venez ou pas? Tout à coup, je dors pas de la nuit. Ça va? Mais pourquoi un salaire, ça me fait bouger? Pourquoi 2000 euros? J'ai pas hésité une seconde, alors que faire des télim, ça coûte plus cher. Ça veut dire que c'est plus valorisant de faire des télim pour les soldats en Israël ou les otages en Israël que de gagner 2000 euros, on est d'accord? Pourquoi quand j'ai dit des télim, je sais pas, c'est un peu tôt. Et quand on a dit 2000 euros, tout de suite les gens ils se lèvent, ils dorment pas de la nuit, ils vont tout de suite à la synagogue, ils sont les premiers. Parce que le langage, il faut savoir à quoi ça vient répondre. Parce que de dire de faire des télim, ça répond à mon cerveau. Mais 2000 euros, ça répond à mon corps. Et quand j'ai hésité, c'est pas ma tête qui voulait pas y aller. C'est pas mon cerveau qui dit n'y va pas, c'est mon corps qui dit n'y va pas. Vous avez compris? C'est trop tôt, je suis fatigué, et puis c'est mon dimanche, et c'est mon jour de repos. Il faut s'entendre dire et savoir à quoi, qu'est-ce qui pose la question, qui pose la question. Et donc il faut répondre à la question. Donc si c'est une question intellectuelle, répondez intellectuelle. Si c'est une réponse corporelle, répondez corporelle. Par exemple, on est parachat de Béar. Bon, Hachem il dit, bon, tu vas travailler ta terre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans.
Donc tu sais exactement ce que produit ta terre, tu sais exactement le débit de travail, tout ce que tu dois faire pour avoir ton salaire à la fin du mois, de l'année, etc. Tu connais tout. Et tu sais exactement ce que produit ta terre, tu sais exactement calculer tout ça. Donc tu vis avec pendant 1 an, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Au bout de la 6e année, on te dit tiens, l'année prochaine, il n'y a pas de travail. Ni tu laboures, ni tu sèmes, ni tu... Vichitomro. Et si vous allez vous poser la question, dit Hachem, Manochal, Bashana Shevit. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Si on ne peut pas labourer, on ne peut pas semer, qu'est-ce qu'on va manger? Vechitomro. Et si vous vous posez la question, Manochal, alors qu'est-ce que vous répondez à la question? Mais qu'est-ce que tu... Et si tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que tu vas manger? Hachem, il te dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, voilà, je te demande d'arrêter de travailler cette 7e année. Bon, tu vas faire autre chose, c'est ça qui est prévu. Hachem, il te dit, tu vas faire autre chose, ne t'inquiète pas. Et tu te poses la question, mais comment tu oses te la poser la question? Mais Hachem, il t'a dit, ne t'inquiète pas. Ça va? Il t'a pas donné de solution, mais c'est Hachem qui te dit, c'est moi qui te donnais la capacité à travailler, et t'inquiète pas, je suis là. Si je te dis d'arrêter de travailler, et confiance en moi. C'est ça ou pas? Donc c'est quoi la question? Mais qu'est-ce que je vais manger? La question, elle n'est pas intellectuelle. Elle est corporelle. Alors Hachem, il répond, t'inquiète pas, tziviti et birkati. J'ai ordonné ma bracha, la 6e année, il y aura 3 ans de production. Ça va? Vous avez vu qu'Hachem, il n'a pas répondu intellectuel. Il n'a pas dit, mais je n'ai pas compris, mais t'as pas confiance en moi? Hein, mais confiance en moi. Et ouais, je te dis, mais confiance en moi. Pourquoi? Parce que la question, elle vient pas de ma tête, elle vient de mon corps. J'ai faim. J'ai peur de ne pas avoir à manger. Alors ne me réponds pas, mais t'inquiète pas, Dieu est grand, blablabla. J'ai faim. Mais t'inquiète pas, Dieu est grand. J'ai faim. Vous avez compris? Il faut savoir que à quoi vient répondre la réponse qu'Hachem il nous donne. Si tu réponds intellectuel sur une question corporelle, les gens ils disent mais elle est folle. Ouais, vous avez compris. Il faut savoir à quoi ça vient répondre. Donc il faut répondre. Tu as une question, tu dis j'ai un problème d'Emouna. Ouais, je vais t'expliquer l'Emouna. Eh bien j'ai faim, je vais t'expliquer comment tu vas manger. Il faut répondre à la question. Vous avez compris? À chaque fois, il faut savoir quelle est la problématique, quelle est la nature de la question, et répondre de façon normale à la réponse qui doit être adaptée à la question. C'est-à-dire, si j'ai un problème corporel, réponds-moi corporel. Si j'ai un problème intellectuel, réponds-moi intellectuel. Pourquoi? Parce qu'on est composé de ces deux êtres. C'est ça les rats. Vous avez compris? Voilà. Donc ça veut dire que quelque part, c'est important de bien définir les choses au départ. Oui, vous avez des enfants, vous avez des maris, il y a des questions, il faut savoir quelle est la nature de la question, c'est fondamental. Hachem, il n'a pas répondu, mais sois confiant en moi. Il a répondu, t'inquiète pas, je te donnerai à manger. Voilà. La récolte va être produite, ou il y aura 3 fois plus, ou bien tu te contenteras du tiers, mais ça suffira. Vous avez compris? Et tu produiras autant que de l'année dernière, c'est vrai, mais tu verras que tu mangeras le tiers et ça suffira. Ça, c'est la bracha qu'Hachem nous promet. Dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que les Meraglim, ils sont partis, ils sont revenus. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la terre, elle est magnifique. Hein. Mais regardez les fruits qu'on porte, ils sont énormes. Et imaginez-vous les gens qui les mangent. Ils étaient 8 à porter une grappe de raisin, vous vous rendez compte? 8 à porter une grappe de raisin, ça pesait quelques tonnes. Maintenant, regardez les fruits, comment ils sont grands. Eh bien, imaginez-vous les gens qui les mangent. Ils étaient des géants, on était comme des sauterelles devant eux. Ils sont plus forts que nous. Ouais, on n'y arrivera pas, donc ils ont réussi à convaincre les d'Israël de rentrer en Israël, de ne pas rentrer en Israël. Et ils ont pleuré, et ce jour-là était le jour de Tisha B'Av. Et voilà, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème de payer, entre guillemets, ça veut dire de devoir se rappeler que Tisha B'Av est la destruction du temple et qu'elle est issue du fait qu'on n'ait pas eu confiance en Hachem le jour où on a dû rentrer en Israël. Voilà. Ils ont dit Chazaku Mimenu. Ce peuple est plus fort que nous, il vaut mieux qu'on reste dans le désert, c'est trop difficile, on verra plus tard. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est vrai? Chazaku Mimenu, la Gemara dans Sota, elle dit, Rachid ramène, Chazaku Mimenu, ils sont plus forts que nous. Kaviachol, c'est comme si qu'ils avaient dit, ils sont plus forts que lui. C'est-à-dire Hachem. Ça va? Et ça, j'ai pas compris. Parce qu'on a pris les meilleurs. On a fait une sélection extraordinaire. Ça veut dire des tzadikim, hein, des tzadikim. Ça veut dire qu'on a sélectionné des tzadikim. Les gdoléadors de chaque tribu, quoi. Voilà, on va dire comme ça. Et ils ont eu, Chachamim leur ont fait dire, ils n'ont pas dit ça, hein, mais ils ont fait dire, comme si qu'ils avaient dit c'était plus fort qu'Hachem. Mais même un enfant, il ne doit pas dire ça. Vous avez compris? Comment c'est possible? Ils sont plus forts que nous, hein. Autrement dit, ils sont plus forts que Hachem. Comment c'est possible? D'abord, intellectuellement, ça s'entend pas. Hachem, il a créé même ces géants. Ok, mais il ne peut pas être victime de ce qu'il a créé, Hachem, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et comment ils ont été convaincus? Oh là là, ils sont plus forts que nous.
Quoi, plus fort qu'Hachem, c'est possible ça? C'est Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit. C'est quoi ce Kaviachol? C'est comme si qu'ils avaient dit. Autrement dit, ils avaient autrement dit ça, voilà ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont jamais dit ça. Comment ils ont introduit des choses pareilles dans le non-dit? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Kaviachol, comme si qu'ils avaient dit. C'est plus fort qu'Hachem. Klapemar là, comme si ils ont tendu vers le ciel en disant mais c'est plus fort que ce qu'Hachem est dans le ciel. C'est pas possible. Oui. Alors comment ça marche? En fait, c'est ça l'idée. C'est comme si je vous disais, voilà, imaginez-vous, vous allez passer vos vacances aux États-Unis, ouais, et vous avez choisi un hôtel. Mais bon, cet hôtel, il est dans le Bronx. Vous connaissez le Bronx? Ouais. Bah, c'est pas très bien fréquenté. Ouais, il y a des tueurs, des drogués. Maintenant, je vous dis, écoutez, allez, je vous téléphone, j'écoute, voilà, j'habite à Paris, j'ai une amie qui habite aux États-Unis, je lui téléphone, j'écoute, tu peux pas aller vérifier cet hôtel, qu'est-ce qui tourne autour, quel est le quartier, quels gens fréquentent l'endroit, parce que je sais pas. Ouais. Maintenant, il me dit, il me répond, il dit, écoute, c'est vraiment pas fréquentable, c'est très dangereux, ça va? Ok. Je dis, bah écoute, moi j'y vais pas. Bon. Si vous êtes championne du monde de boxe, et vous avez fait les commandos aux États-Unis pendant 10 ans, et vous êtes armé jusqu'aux dents, vous avez peur ou pas? Vous avez peur pour eux ou vous avez peur pour vous? Hein? Vous avez peur pour eux. Donc si j'ai peur, c'est que je suis mal accompagné. Ça va? C'est ça ou pas? Maintenant, Hachem, il te dit, vas-y. Si tu as peur, c'est que tu es mal accompagné. C'est vrai ou pas? Oui, non? Donc c'est comme si tu lui avais dit, mais c'est plus fort que lui. Parce que tu as peur. Vous comprenez ou pas? Si vous êtes champion du monde de boxe, ben si j'ai confiance en Dieu, je dis les pauvres, qu'est-ce qui va leur arriver, ces pauvres géants? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité émotionnelle à faire que ce que vous savez, à convaincre votre corps que n'ayez peur de rien. Vous avez compris ça? La peur, elle vient pas de votre cerveau. Parce que vous savez qu'Hachem existe. Mais donc, si j'ai peur, c'est comme si que j'avais dit. Mais ce langage, il n'est pas intellectuel. Parce que tu sais bien qu'Hachem, il est plus fort que ce que tu vas voir. Seulement, mon corps, il n'y croit pas. Donc quand j'ai dit, mais ils sont plus forts que nous, on n'y arrivera jamais. Et on a eu peur, on a vu des géants, on était comme des sauterelles. J'ai levé la tête, j'ai vu les chaussures, j'ai dit, oh là là. Il mesurait 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est trop grand. Mais d'un côté, 1 kilomètre, c'est révélateur de la grandeur d'âme de ces gens-là. Parce qu'il faut que le type, il mesure 1 kilomètre pour que tu doutes de la capacité que tu as de le vaincre. Mais si tu doutes, c'est que Hachem, il n'est pas là. C'est comme tu vois les Mitzrim arriver, et tu es devant la mer Rouge, et il y a le désert et la mer et les Égyptiens qui arrivent. Et tu cries aussi, tu cries. Ou tu dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir? J'aurais préféré rester un esclave souffrant en Égypte que de mourir dans le désert. Mourir ou souffrir? J'aurais préféré souffrir. Vous avez compris, bah? Mais je n'ai pas compris, mais intellectuellement, Hachem, il t'a sorti d'Égypte. Intellectuellement, il a mis 1 an pour te sortir d'Égypte. Il t'a fait des miracles, il t'a fait des machins. Pourquoi tu as peur? Vous avez compris? Parce que intellectuellement, c'est vrai que c'est stupide. Mais physiquement, ça s'entend. Vous comprenez ou pas? S'il y a quelque chose en moi qui n'est pas rassuré, c'est mon corps qui n'est pas rassuré. C'est pour ça que j'ai eu peur. Alors Hachem, il dit, je vais t'ouvrir la mer Rouge. Mais l'ouverture de la mer Rouge ne vient pas réconforter mon cerveau. Il vient réconforter ce qui me fait peur. Vous avez compris? Comme si j'avais besoin d'être réconforté par quelque chose de physique. Alors je vais voir la mer qui va s'ouvrir, et qui va s'ouvrir. Et je vais rentrer dans la mer, et la mer va se retourner sur eux. Ils vont mourir. Quand j'ai vu mes ennemis mourir, je dis, on n'a plus de problème. Mais c'est physique ce que je vous explique là. Maintenant que mes ennemis ont disparu, je suis rassuré. Maintenant qu'on est en sécurité, je suis rassuré. Vous avez compris? En vérité, j'ai pas besoin. Parce que je sais qu'Hachem, il est là. Mais ce que vous savez n'est pas suffisant. Parce que votre corps ne comprend rien de la philosophie ou de la théorie. Il faut juste argumenter physiquement, avec des éléments simples, pour que votre corps soit rassuré de ce que vous pensez. C'est ça. C'est-à-dire que votre cerveau, il comprend votre corps. C'est-à-dire que si vous avez faim, si vous avez soif, si vous n'êtes pas en bonne santé, etc., si vous êtes sportif, il va comprendre. Et là, je suis bien, là, je suis pas bien. Votre cerveau, il comprend vos besoins corporels. Mais est-ce que votre corps, il comprend votre cerveau? C'est le problème. Et donc, il faut trouver les mots qui vont rassurer votre cerveau. Ça va? Qui vont rassurer votre corps, pardon. C'est ça. Il faut trouver les mots. Comme c'est marqué, vous avez vu comment les chazal s'expriment, c'est incroyable. Par exemple, on nous dit,
vous savez, on est Rosh Hashanah, et il y a une Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit, vous savez, on passe tous devant Hachem comme des moutons. Hein. Donc, Keblé Marot, ça veut dire qu'on pousse comme des moutons, un par un. Oui, un par un, vous passez un par un devant Hachem, Rosh Hashanah. Ouais. Il y a des livres ouverts devant Hachem. Ouais, Shoshat Farim, Niftarim, Rosh Hashanah. Bon, est-ce qu'il y a des livres? Il y a des livres ou pas? Non. Et puis Hachem, il écrit dans un livre. Mais pourquoi ce langage? On n'est pas des enfants quand même. On sait bien qu'il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'écriture. C'est quoi Kodvenu Besefer Achaim? C'est quoi ce langage? On passe tous comme des moutons devant Hachem. On a l'impression qu'on est des enfants à l'école, on dit on va passer un examen devant le directeur ou et on va passer un par un. Mais la peur, elle est quoi la peur? Elle est pas intellectuelle. Ce langage, il est corporel. C'est-à-dire, je suis en train de dire à mon corps, tu sais, attention, on va passer devant Hachem. Vous avez compris? C'est comme je vous dis, on est jugé entre la vie et la mort à Rosh Hashanah. Bon. Sifrei Chem, Sifrei Metim. Mais ça va, on est à Rosh Hashanah, ça va. Vous avez peur, vous? Hein? Je veux dire, passe-moi le miel, passe-moi les pommes. Les grenades, t'as eu des grenades, ça va? Pour le CDR, ça va? Est-ce qu'il faut? Ça veut dire en vérité, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Vous avez compris? Parce qu'on se dit, ouais, Dieu il est gentil, toutes sortes de... Mais un type qui est condamné à mort en prison, il ne sait pas s'il va vivre demain matin, et je veux dire, il dort pas de la nuit. Hein. Mais nous, on dort, on est tranquille. Ça veut dire que comme si que mon corps, il y croyait pas, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est intellectuellement, on sait que c'est comme ça. Mais ça ne nous parle pas. Parce qu'on ne se sent pas concerné. On n'a pas trouvé les mots, en fait, qui vont me faire sentir l'idée que c'est vrai que ce moment, il est important. Comme si que je ne l'avais pas pris en charge. Comme si que, mais parce que ça me dérange, parce que j'ai pas envie d'y croire, et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà. Et ça, c'est important de comprendre ici, c'est ça le lecha. C'est ça que je voulais vous dire. Shelach lecha nashim. Envoie pour toi des hommes. Ça veut dire que c'est toi qui vas décider. Mais quand tu décides, c'est avec les deux que tu décides. C'est ton corps et ton corps est un neshama. Ton cerveau et ton corps qui décident. Ça va. Si tu doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réconforté chez toi. Et il faut le trouver. Il faut trouver la chose qui va te réconforter. Et qui va te faire dire, mais non, mais ne t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. Le réconfort, la capacité à pouvoir réconforter la personne. Encourager les choses. Faire en sorte que... Vous avez vu quand Hachem... il va créer Adam et Chava, c'est marqué Vaikach. Vous voyez, dans le texte, je vous dis, c'est marqué comme ça, vous voyez, c'est marqué, je vous lis ce qui est c'est marqué Vaikach Hashem Elokim et Adam. Donc il a pris l'homme, en fait l'homme c'est la composition des deux êtres, mâle et femelle, ouais, donc masculin, féminin, il a pris Vayanireu Began Eden. Donc on a l'impression qu'il a pris comme ça, hop, il l'a transporté dans le Gan Eden, c'est ça non? Ouais. C'est quoi il l'a pris? Il l'a posé dans le Gan Eden, et le Ovdol Shomra pour le conserver, et pour le servir et pour le conserver. Moi j'avais compris, il a pris comme ça, il l'a soulevé, et hop, il l'a placé dans le Gan Eden. Rachid nous explique pas ça, non. Rachid nous dit Vaikar lakro bidvarim naïm ou patéou les canes. En fait, il l'a convaincu. Il l'a réconforté. C'est ça, Vaikar. Et Vaikar bidvarim. Ça veut dire qu'il lui a parlé, il dit tu as tout à gagner d'être au Gan Eden. Ouais, il l'a réconforté dans l'idée que c'était possible parce que vous avez bien compris que le Gan Eden c'est un but en soi. C'est ce qu'on doit atteindre dans sa vie. Donc c'est pas facile d'être au Gan Eden. Parce qu'on est au Gan, il faut passer au Eden. C'est ça qui est marqué, c'est ça le Gan Eden. Ça veut dire que là on est dans le jardin, mais attention, le but c'est d'arriver à Shabbat. Yom chez le Shabbat, c'est le Eden. Il dit, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, je te réconforte, et le Mechazek Oto, il le renforce dans cette idée-là. C'est ça qui est marqué. Vaikar, Rachidi Bidvarim, Naïm, donc qui sont agréables, ou Fatéou les Canes. Il l'a séduit pour rentrer au Gan Eden. Hachem, il a eu besoin de convaincre Adam Arishon, il dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver, etc., de le renforcer. C'est ça, Vaikar. C'est pareil, Paro, il a perdu son pays, hein, il a perdu son île, etc. Et des espions qui se trouvaient dans le clan d'Israël, qui ont su que les d'Israël revenaient à 2 jours de marche de l'Égypte, ils sont vite retournés en Égypte, vous savez, ils sont qu'à 2 jours de marche. Et là, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de laisser partir? Et il a regretté, mais il nous servait, etc. Donc, tout à coup, tout bascule dans la tête de Paro, Vaikar. Et il a pris l'armée qu'il avait avec lui. Mais il n'avait pas envie d'y aller. Hein. Il dit, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des salaires, vous allez gagner beaucoup d'argent, j'ai des trésors qui sont cachés. Voilà ce que dit le Midrash. Vaikar bidvarim. Ça veut dire qu'il les a renforcés dans l'idée que, quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu que dorénavant le roi d'Israël serait Yoshua ben Nun, Vaïchazekeu, Vaïmatseu. Vaïchazekeu, il a renforcé, il a donné courage, il dit, t'inquiète pas, la tâche est compliquée, mais je suis sûr que tu vas y arriver.
Il faut réconforter les gens. Vous comprenez, c'est très important de réconforter les gens. Le réconfort, c'est-à-dire de lui donner la force qui lui manque. Parce que si je doute, en fait, c'est parce que je ne crois pas en moi. Alors c'est très très important, Vaïchazekeu. Mais non, évidemment qu'il connaît la tâche, Yehoshua ben Nun. Évidemment que c'est tentant de ramener les d'Israël en Égypte pour nous servir comme esclaves. Pense Paro. Seulement, hein, ils n'ont pas envie d'y aller. Vu ce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Mitzrayim, c'est vrai, j'ai pas envie. Alors je dis, t'inquiète pas, je vais compenser. Comment? Je vais te payer. Je vais payer. Et je dis, ah, si on est payé, on y va. Vous avez compris? Ça veut dire que la réponse, elle n'est pas intellectuelle. Parce qu'intellectuellement, évidemment, il n'y a pas photo. Seulement, je vais te renforcer. C'est très important de savoir qu'on a besoin de réconforter les personnes avec eux-mêmes. De leur donner le pouvoir qui leur manque. Parce que si on a tous des enfants, on a des maris, on a des gens autour de nous, on n'est pas forcément confiante et confiant. Alors, je vais te donner de la force. Par le dibour, je vais te montrer combien j'ai confiance en toi. Je sais combien tu vas être capable de faire. Je t'encourage à faire. L'encouragement est fondamental, à la différence du reproche. Vous avez compris? D'encourager les gens, c'est fondamental. Parce que quand je te rappelle ce qui ne va pas, ouais, quand je vais dire à mes enfants, t'as encore eu 5 euros, d'abord j'en étais sûr, hein, tu travailles pas, tu fais n'importe quoi, voilà. En fait je lui rappelle ce qu'il est. Ça va? Je dis, pourquoi tu parles comme ça? Je dis, parce qu'elle a marre. Elle ne travaille pas, il ne travaille pas. Et puis bon, moi, quand je vais au conseil de classe, toujours les mêmes reproches, tous les mêmes trucs, ça en a marre. Ouais. En fait, je lui rappelle ce qu'elle n'est pas, la fille, ou la garçon, je lui rappelle. C'est ça qu'il faut faire. Hein? En fait, je pense que c'est irrespectueux, parce qu'on n'a pas compris, en fait. Et des fois, c'est pas un problème de compétence intellectuelle, c'est que les gens ont des blocages, ils sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils ont peur, et ça met des freins, des blocages intellectuels, ça. Quand on n'est pas sûr de soi, on n'ose pas. Alors le cerveau, il dit, de toute façon, tu vas pas y arriver. Donc, ils n'osent pas faire. Il faut débloquer toutes ces situations. Alors, renforcer la personne en lui disant, mais tu vas y arriver, on va travailler ensemble, je vais te montrer que tu es capable, je vais te donner envie de réussir, je vais te montrer que quand tu fais des efforts, eh ben, ça va mettre des fruits. Ça va? Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à travailler, ouais, oui, nous on croit hein, que ce qu'il faut faire c'est des cours particuliers. Parce qu'il a des lacunes, il faut rattraper le travail. Ça va? Oui ou non? En fait c'est une erreur. C'est pas ça qu'il faut faire. Il n'a même pas compris ce que c'est qu'une école. Il croit qu'un cours, c'est une cour de récréation. Vous avez compris? Il jette des trucs sur le truc, il s'amuse avec les types, il fait des bêtises, machin. En fait le problème c'est qu'il il n'a pas accepté d'être un étudiant. 2, il n'a pas compris à quoi ça sert un professeur. 3, il n'a pas le respect du professeur. 4, il n'a pas compris l'institution qui est une école. Parce que s'il avait compris, s'il avait accepté d'être, ben jamais de sa vie il aurait fait un truc pareil. On n'est pas là pour jouer et jeter des craies sur les profs. Donc on dit, ben, c'est pas grave, il n'a pas compris, il s'amuse, il est perturbé, il est comme ça. Oh, ben, c'est pas grave, on va trouver quelqu'un qui... Mais vous n'avez pas compris, il n'a pas accepté. Il n'a pas de plaisir. Vous avez compris? Il a ni il a compris, ni il a du plaisir. Par contre, si vous le mettez devant un petit jeu, moi je me souviens qu'il y avait des jeux à l'époque, on avait des jeux Adibou, ça s'appelait Adibou. Vous vous rappelez de ça, Adibou, ouais. Type de gosse, un petit lapin, machin. Si tu réussis genre à écrire ce truc ou des mathématiques, tu gagnes des jeux tu vas gagner. Les types, il reste 2 heures devant, quoi. À l'école, 50 minutes, devant le jeu, 2 heures. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on t'a donné du plaisir. L'echa, c'est les anatra ou tovatra. Tu as du plaisir et tu sais combien c'est bien pour toi de faire. Tu vois, tu auras des bonnes notes à l'école, c'est bien, hein, et c'est bon parce que il y a le petit Adibou là qui t'amuse, c'est ludique, c'est sympa, c'est machin. Vous avez compris? Il faut savoir cumuler les deux notions. C'est très important ça, de comprendre que les deux sont vrais. Ça sert à rien d'essayer de rattraper du temps passé alors que la personne n'est pas adaptée à ce que vous lui proposez. L'école c'est pas pour lui, mais il n'a pas compris. Mais non, il est pas bête, hein. C'est qu'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de lire. Ici, elle vient me dire mais j'aime pas lire, Bah, c'est pas lire, fais pas d'études. Hein, mais non, il faut que tu aies envie de lire. Mais le problème, c'est que il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de plaisir. Ouais, mais c'est dur, il faut lire tout, et puis il faut retenir. Puis... En fait, j'ai déjà choisi qu'intellectuellement, je n'y arriverai jamais. Ben, c'est normal que tu n'y arriveras pas. Vous avez compris ou pas? Parce que c'est pas plaisant. Alors, essaie de faire... Lis un chapitre. Et raconte-moi ce qui... Tu as vu? C'est intéressant, vous dites, ah, j'aime pas l'histoire. Mais tu n'as même pas compris à quoi ça sert de savoir l'histoire. Donc si tu sais à quoi ça sert de savoir l'histoire, de voir comment les gens ont vécu, comment les gens évoluent, comment les erreurs qui ont été produites dans le passé, elles peuvent se corriger. Parce que vous avez compris que la vie c'est un cycle, hein, que ce que vous voyez il y a 2000 ans, ça se reproduit aujourd'hui, c'est exactement pareil. Ben, la forme est différente, mais le fond est le même, ça va? Donc il faut juste comprendre voilà ce qui s'est passé. On tire des leçons de ce qui s'est passé.
Et bon, je n'ai pas envie de répéter les mêmes. J'ai pas envie de souffrir comme on souffrait les gens parce qu'ils n'ont pas su s'occuper de ce qu'il fallait faire dans la vie. Ça va? Donc je tire des leçons de l'histoire. C'est pas important, etc. Donc il y a la culture, on se cultive, on apprend. Et quand vous avez le plaisir de savoir, eh ben après, les gens, ils s'assoient sur une table, ils étudient. C'est comme ça. Mais juste donner envie, juste encourager, juste donner de la force. C'est ça. C'est très important. À la différence de faire des reproches. Parce qu'un reproche, c'est quoi un reproche? Ouais. C'est très difficile de faire des reproches. Vous savez que c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est marqué, vous savez que quand Yosef, il a essayé de faire teshuva à ses frères. Bon. Au début, il leur a dit, vous êtes des meraglim. Incroyable. Il leur a dit, vous êtes des meraglim. Pourquoi? Parce que quelque part, le mot meraglim, il devait avoir une connotation chez eux qui devait leur permettre de comprendre leur erreur. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand Yosef il s'adresse à ses frères, il ne parle pas à ses frères. Il parle à l'inconscient de son frère et de ses frères. Vous êtes des meraglim, des explorateurs. Et en fait, vous savez, votre cerveau, il réceptionne des informations, mais en vérité, ça a une influence inconsciente chez la personne. Ça va? Et il espérait que le mot meraglim, il allait avoir une connotation importante qui allait leur faire. Qu'est-ce que ça allait changer chez eux? Il fallait qu'ils fassent teshuva. Alors il l'a prononcé comme ça. Quand j'ai raconté mon rêve, je vous ai raconté mon rêve. J'ai rêvé que vous étiez des gerbes. J'ai rêvé que vous étiez des étoiles. Et vous l'avez mal pris. Ouais. Vous dites, attends, Tim Sholelnu, Tim Lochmanou. Ouais. Comme si c'était un reproche. Ou comme si que tu voulais prendre la place. Tu es le cadet des frères. Ouais. Et de la famille de Yaakov Avinu, et monsieur, il prétend qu'il va gouverner sur nous. C'est l'interprétation que j'ai fait du rêve, parce que comment on va se prosterner devant toi? On n'est pas des gerbes quand même qui se prosternent devant toi, c'est honteux, vous avez compris? Donc en fait, quelque part, il leur a rappelé ce qu'ils étaient à ses yeux. Et ça a été vexant. Et ils ont dit, mais quand tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Maintenant, le problème, c'est que, pourquoi ils ont traduit ça comme ça? Pourquoi ils ont traduit tout de suite en négatif? Pourquoi ils l'ont jugé et condamné? Pourquoi ils n'ont pas laissé la place à leur père de juger la situation? Pourquoi ils ont privé un enfant de leur père, à leur père d'un enfant? C'est quand même grave, non? Non? Parce qu'au départ, c'est marqué que Vaïrou Echav, Kyoto Ha'avavie Mikol Echav. Ils ont vu que leur père, il préférait ce frère-là qu'à ses autres frères. Veistnu Oto, Veikanugo. Il y a un terrain à la haine et à la jalousie. Maintenant, ce qui est marqué dans la Torah, il faut faire très attention. Que jamais, parce que ce sont tous des tzadikim, on est tous d'accord. Mais quand vous lisez la paracha, on a l'impression qu'on a affaire à des voyous, des insolents, des voyous qui vont juger et tuer. Ouais, c'est ça. Hein. Il faut savoir que ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que on doit savoir qui est à l'origine des choix. C'est-à-dire qu'il y a un terrain ici à la haine. C'est quoi la haine? C'est la différenciation de relations que j'ai avec mon père. Oui, vous avez bien compris que si Yaakov Avinu, l'Agma dans Shabbat a dit qu'il a eu tort de faire des différences, c'est qu'en fait, il n'a pas conscience de la différence qu'il crée. C'est-à-dire, quand vous faites des différences, quand vous dites, il y a un enfant qui travaille bien à l'école et vous travaillez moins, évidemment que la relation que vous avez avec celui qui travaille bien, elle est beaucoup plus souriante et avenante que celui qui ne travaille pas, ça va? Mais en fait, c'est ce que vous faites subir à vos enfants, ça. Tu dis, mais attendez, je suis très satisfait de l'un, mais l'autre, je lui fais la tête, c'est normal. Ouais. J'ai compris, ça, c'est ce que tu ressens. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que l'autre va supporter dans sa vie? D'être toujours à l'ombre de son frère ou de sa sœur, d'être toujours mal vécu, c'est toujours mal vécu par celui qui va le subir. Vaïrou Echav, qui auto va bien, mais Echav isnoto. Pourquoi l'enfant, il va haïr son frère et pas son père? Parce que papa, il fait des différences. Papa, il étudie la Torah avec lui. Papa, il sourit à cet enfant. Papa, il ressemble. Cet enfant ressemble à son père. Il est l'enfant de la femme aimée par son papa. Et ça crée des différences. Ça va? Mais cette différence, on va la subir. Ceux qui vont pas être les enfants aimés, ils vont subir ça. Mais pourquoi tu vas pas haïr ton père au lieu de haïr ton frère? C'est ton père qui a un problème, c'est pas ton frère qui va haïr ton père. Papa, il étudie la Torah avec lui. Papa, il machin, c'est pas normal. Pourquoi c'est marqué qu'ils ont haï cet enfant? Pourquoi? Parce que Vaïrou Echav, ils ont vu ses frères, qui auto avavien Mikol Echav, plus que ses autres frères. Pourquoi c'est pas marqué qu'ils ont vu que leur père, il préférait cet enfant plus que ses enfants? Pourquoi c'est marqué son frère et pas son père, et pas ses enfants? C'est bizarre, dans le texte.
C'est marqué Veïrou Echav, ils ont vu ses frères. Donc eux, ils voient ça, ils voient papa, il étudie la Torah avec lui, papa, il sourit à cet enfant, papa, il lui offre une petite de passim, papa, il fait. Mais ils ont vu que papa, il préfère lui que ses autres frères. Mais on est vu comme les frères de Yosef. Pourquoi on n'est pas vu comme les enfants de notre père? Bizarre, ouais. Il aurait fallu marquer, mais ils ont vu que papa, il préférait lui que ses autres enfants. Pourquoi c'est marqué son frère? Peut-être l'idée c'est comme ça, écoutez bien. Je ne veux pas être le frère de mon frère. Je veux être le fils de mon père. Mais manifestement, aux yeux de mon père, je suis le frère de mon frère. Alors pour être le fils de mon père, il faut que je tue mon frère. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que l'enfant, en vérité, il ne va pas se sentir être l'enfant de son père, à cause de son frère, alors il va éliminer ce qui fait écran entre mon père et moi. Parce que moi, je ne veux pas être le frère de mon frère, je veux être le fils de mon père. Vous avez compris ce que c'est ça? Mais à cause de lui, papa, il ne me regarde pas. Eh bien, tu sais quoi, il va me regarder demain. Je vais le tuer. Vous avez compris ce qui va se passer? Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a quelque part la frustration de ne pas se sentir réconforté à être le fils de son père. C'est pour ça qu'ils vont vouloir l'éliminer. C'est pour ça qu'ils vont se passer de leur père. C'est pour ça que... Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un terrain ici, il y a un terrain. Mais ce terrain, il n'est pas intellectuel. Parce qu'intellectuellement, tu dis, attends, il a fait un rêve, ben, papa, débrouille-toi avec ton fils. Je suis désolé, papa... S'il a raison, ben, Yehuda, je suis désolé, ben, tu ne seras pas roi d'Israël. Et s'il a tort, papa, écoute, occupe-toi de lui, parce que là, il fait n'importe quoi. Depuis quand c'est toi qui t'occupes de juger ton frère? Depuis quand c'est toi qui fais le... Vous avez compris ce qui se passe? Donc c'est-à-dire qu'il y a un terrain ici, c'est ça que je vous explique, il y a un terrain ici. Et c'est dommage qu'on ne soit pas capable de renforcer, de réconforter la personne qui se sent faible parce qu'on n'a pas eu l'estime qu'il devait avoir aux yeux de ses enfants. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est ça il faut essayer de comprendre ces notions-là pour arriver à faire que je préfère renforcer la personne et lui donner confiance en elle, lui montrer l'estime que j'ai d'elle, le kavod que je lui donne, plutôt que de lui dire tu seras toujours à l'ombre des autres. C'est très grave ça, vous avez compris? C'est-à-dire que il faut faire attention à ce que, bien sûr que tout ce qu'on est en train d'expliquer, il faut prendre avec des pincettes, c'est ce que la Torah nous révèle sur des gdolim. Vous savez ce que dit le Zohar sur la paracha de cette semaine? Quand Yosef il a dit Meraglim Atem, vous êtes des espions. Ça? Et là on voit que Moshe a choisi 12 personnes. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi 12? Yehoshua il en a pris 2. Et prends des commandos, des gens qui savent exactement explorer la terre, ils sont des combattants. Pourquoi tu prends des tzadikim? Tu prends 12 tzadikim. Mais prends pas des tzadikim, prends des gens. C'est juste pour savoir de quoi il fait le pays, machin, mais prends un commando d'armée, ils savent se battre, ils savent se défendre, ils savent chercher. Prends des gens expérimentés dans les commandos. Prends pas des tzadikim. Alors, le Harizal a expliqué qu'en vérité, c'était qui ces hommes? C'était les Gilgoulim des frères de Yosef. Ça veut dire que l'erreur qu'ils ont fait d'avoir venu Yosef, ils vont réparer ça. Le manque d'émouna qu'ils ont eu d'Hachem, entre guillemets, en pensant que c'est Hachem de juger, c'est à son père de Dieu, et c'est eux qui vont devoir faire ce travail en Eretz Israël, d'avoir la émouna, d'accepter l'idée que voilà, il y a des géants, et de pas convaincre les d'Israël de ne pas rentrer. C'était leur épreuve en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut être capable de donner de la force aux gens, ouais, de leur rappeler qu'Hachem il est avec nous, de savoir qu'on est très bien accompagné, de savoir qu'on a une chance d'être juif, d'avoir une chance d'avoir la Torah, etc. À la différence que de faire des reproches et de dire vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas marché, ça n'a pas marché, vous avez compris? Parce que quand on fait des reproches, en fait, c'est toujours problématique. Parce qu'on vexe à la personne, on rappelle à la personne ce qu'elle n'est pas. J'ai pas besoin de te rappeler ce que tu n'es pas, j'ai besoin de te rappeler ce que tu peux être. Et puisque je te donne la force, alors ça va te donner envie de changer. Il faut donner envie aux gens de changer. Il ne faut pas rappeler ce qu'on n'est pas. Vous avez compris? Même quand Yosef il fait reproche à son frère, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Comment il va remettre en cause Yehuda? Parce que c'est Yehuda qui a décidé de le vendre. C'est Yehuda qui a décidé. Ouais, mais pourquoi c'est Yehuda? Parce que Yehuda, il a entendu son rêve. Et il a dit, je vais me prosterner devant lui. Mais ça veut dire que c'est qui va être roi d'Israël? C'est pas lui, c'est moi. Donc soit il se dit, mais je vais sauver mon frère en le vendant, parce qu'il s'est trompé. Soit je ne supporterai jamais l'idée que ce soit pas moi le roi d'Israël. Donc ces deux choses-là, en fait, c'est elles qui vont articuler le désir. Vous avez compris? La décision, elle n'est pas prise intellectuellement, elle est prise parce qu'il y a une connotation émotionnelle qui pousse le cerveau à penser qu'il fallait se débarrasser de lui. Vous comprenez? Quand vous décidez quelque chose, mais pourquoi tu as fait ça? En vérité, il y a un terrain derrière. Et donc c'est ça qui va justifier.
Maintenant, je ne vais pas vous expliquer tout ce qui se passe dans les parachutes là-bas, mais c'est ça qui articule les choses. Maintenant, ce qui est important, c'est que vous compreniez ça. Qu'est-ce que va faire Yosef? Il va dire, écoute, je garde Binyamin. Voilà, il a volé la coupe, je garde. Maintenant, Yehuda, il dit, attendez, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si vous gardez cet enfant, un, je me suis porté garant. Deux, je ne pourrai jamais supporter de voir mon père dans une déchéance morale aussi grande que si vous le gardez, eh ben, nafsho kshura ben nafsho, son âme est attachée à l'âme de cet enfant. Si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. Et puis il aura l'impression, le jour où j'annoncerai ça à mon père que finalement il est resté en Égypte, il aura l'impression d'avoir perdu sa femme et ses deux enfants le même jour. Et ça, c'est pas possible, c'est un drame, je peux pas les supporter. Et comment je pourrais voir mon père revenir en Israël et voir mon père dans une déchéance aussi grande? Ça, je pourrais pas supporter non plus. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Laissez-le partir et moi je prendrai sa place. Voilà ce qu'il a dit Yehuda. Donc c'était ça la plaidoirie qu'a faite Yehuda devant Yosef. Yosef, il dit, Ani Yosef. C'est moi Yosef. Ça veut dire qu'ils ont vu Yosef, roi d'Égypte. Et ils se voyaient se prosterner devant lui, roi d'Égypte. Wow, 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 wow. Mais moi j'ai cru roi d'Israël. Mais c'est pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Un. Donc ils ont vu leur erreur. Deux, il a dit, mais mon père est vivant. Mon père est vivant. Ça veut dire quoi, mon père est vivant? Ça veut dire, mais tu m'as dit que si je garde ton père, je garde ton frère, je tue ton père. Mais tu savais combien mon père était attaché à moi. Comment ça se fait que tu n'es jamais porté garde sur moi? Tu n'as jamais essayé de me chercher? Tu t'es pas, soucié de me retrouver? Tu t'es jamais dit, en voyant ton père porter un deuil pendant 22 ans, le pauvre, etc. C'est marrant, hein? Comment ça se fait que moi, tu n'es pas soucieux? Et mon frère, Binyamin, tu te portes garant, mon père. N'est-ce pas qu'entre nous, il y a quelque chose qui va entamer la relation que nous avons et qui fait que maintenant, mon frère, qui est neutre dans l'histoire, tu te donnes ta vie pour lui, et moi, c'est pas possible. Vous avez compris ce qu'il a essayé de faire? Vous avez compris ce qu'il a fait de faire? Ça veut dire de montrer le parti pris qui existe entre Yehuda et Yosef. C'est le fameux lecha, qui fait que là, il n'a aucun sentiment vis-à-vis de lui, et là, il donnerait sa vie pour l'autre. Alors qu'on est dans la même situation. Vous avez compris? Il a fait exprès de prendre Binyamin pour ça. C'est la même situation. Il est fils de Yaakov qui est fils de Rachel, il est un enfant adoré, vous avez compris tous les privilèges qu'il a. Le même. Mais c'est vraiment comment tu réagis comme ça, comment ça se fait? C'est une tochacha. Mais attention, il n'a pas dit. Il a fait comprendre. Vous avez compris comment ça marche? Il n'a pas dit, mais comment tu as osé faire ça, etc. Il a fait comprendre. Il a décidé, il lui a fait juger une situation qui le condamne lui-même. Vous avez compris? Il dit, c'est lui, tu tues mon père. Machin. Donc il s'est lui-même condamné tout seul. Vous avez compris? C'est une chorma, ça. Il n'a pas dit, t'as vu, la honte, t'as pas honte, tu m'as vendu. Mais c'était, comment vous avez interprété mon rêve? Vous étiez des espions de rêve, en fait. Vous avez compris ce qui se passe? Vous êtes rentré dans mes rêves, vous avez exploité mes rêves et vous êtes sortis. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire de rêve, là? Mais vous êtes des espions, vous avez compris ce qu'il a essayé de faire? Ça n'a pas marché. Par contre, avec Binyamin, ça a marché. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il a été reconstruit sur le territoire de Binyamin. Parce que celui qui a fait le shalom entre ses frères, c'est Binyamin. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il a été construit là. Quand c'est marqué dans la Torah qu'ils se sont retrouvés, il a pleuré sur le cou de Binyamin. Le cou, c'est quoi le cou? Le cou, c'est ce qui rejoint le cerveau du corps. C'est quoi le Beth Amikdash? C'est ce qui relie le ciel de la terre. C'est ça le coup en fait. Mais il a vu le Chorban Habayit, la Sinatrinam. C'est ça qui a été problématique. Et c'est ça qu'il a vu que finalement ils ont fait tchouva, mais il restait quelques traces de haine. Vous avez compris ce qui se passe? Et ça va rester dans les générations. Ça veut dire que il faut renforcer les gens. Alors là, on est dans le reproche. Mais est-ce que le reproche, c'est une chose qui est à produire? C'est-à-dire que nous, on est des champions du monde à des reproches. Ouais, on ne sait pas forcément dire ce qu'il faut dire en renforçant, mais on sait exactement ce qu'il faut dire pour reprocher aux gens. Ça va? C'est vrai ou pas? Très bien. Alors regardez ce qui est marqué ici. Dans Parashat Dvarim, là-bas, c'est marqué que Moshe, il a nommé des noms d'endroits. Ouais, c'est ça, vous connaissez ce Rashi. C'est marqué, les Dvarim, Asher Diber Moshe, voici les choses qu'a dit de Moshe. Et Ben Israël, Baïver à Yarden, donc dans la vallée du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la colline, Moulsouf, face à la mer de Jon, Ben Paran, entre Paran et Tophel, la 20 traceurs d'Isav. On n'a rien compris. Il a donné des noms d'endroits. Rachid dit, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a fait des reproches. Mais il n'a pas dit exactement ce qu'ils ont fait à ces endroits, il a rappelé où ça s'est passé. Donc il dit, comment vous avez osé vous plaindre à 2 reprises devant la mer Rouge? Ouais.
on va tous mourir, on aurait préféré rester esclaves en Égypte. Hein. Il dit Moulsouf. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit Moulsouf, la mère de Jon. Ouais. Après, ils se sont débauchés avec les filles de Midian là-bas. Il a dit Arava. Après, il dit Dai Dizahav, le veau d'or. Dai Zahav, on avait trop d'or. Il n'a pas dit le veau d'or. Il n'a pas dit mais comment vous êtes parents, vous avez fait le veau d'or, mais vous ne pouvez pas m'attendre. Il n'a rien dit. Maintenant, il a fait ça à la fin de sa vie. Il est une semaine avant de mourir. Mais il a fait des remazim, des allusions pour faire des reproches. Sous forme d'allusions. Vous avez vu, il n'a pas dit explicitement ce qu'ils ont fait comme erreur. Il a dit des endroits. À toi de réfléchir. Voilà, je te respecte. Vous avez compris ce qui se passe? Des remez, des allusions. Moshe Rabbeinu. Pourrait se permettre. Non. Pourquoi il n'a pas fait ça? Et pourquoi il a fait Kavod? Et pourquoi il l'a fait à la fin de sa vie? Rachid lui dit comme ça. Melamed, Shelo Chechan ala Samouch Limita. Il a fait des reproches à la fin de sa vie, avant de mourir. Mimi Lamad, de qui il a pris une chose pareille, qu'il a fait des reproches à la fin de sa vie avant de mourir. Il dit, mais Yaakov Avinu, que quoi? Shelo Chiach et Banav. Et là, Samouch Limita, Parashat Vayechi, il leur a dit, voilà, chaque enfant, il lui a dit ce qu'il pensait de lui. Mais c'était juste avant de mourir. Avant de mourir, ouais. Amar, Reuven, béni, il a dit, mon fils Reuven, Ani Omer Lecha, Mipnema Lochichacha Kol Hashanim Alalou. Vous savez que Reuven, quand Reuven a vu que Rachel était morte, et que Yaakov, son père, il a pris son lit, qui était dans la chambre de Rachel, il l'a mis dans la chambre de la servante de Rachel et pas dans la chambre de sa mère, il dit, je suis désolé, c'est un affront, là, ma mère, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé. Mais en déplaçant le lit de son père, il a déplacé la Shekhinah qui était sur le lit de son père. Et Yaakov, il savait exactement où il devait mettre son lit, et pas dans un autre endroit que dans la chambre de Bila. Et monsieur, il vient, il prend l'initiative de prendre le lit de son père et de le déplacer. Il a fait une grande avéra. Il dit, tu sais pourquoi je t'ai pas fait le reproche toutes ces années-là? Juste à la fin de ma vie. Tu sais pourquoi? Hein? Il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi je t'ai pas fait reproche toutes ces années-là? Il dit, pour ne pas que tu m'abandonnes. Et que tu ailles te coller à Esav, mon frère. Ça veut dire que Yaakov, s'il avait dit à son fils, tu n'as pas honte, même pas que tu m'as consulté, et tu ne respectes pas ton père, et et la shrina, tu te rends compte, tu as déplacé la shrina, mais tu es fou. Il a dit, il a eu peur qu'en lui disant ça, il a dit, ah c'est comme ça, ah c'est ça la Torah, laisse tomber, je vais voir Esav. Ça veut dire que les reproches, c'est le dernier des derniers recours. Parce que c'est à la fin de sa vie. Il a dit, j'ai peur, parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font des amalgames. Parce qu'il dit, Yaakov il représente la Torah, et il s'est permis de me faire des reproches comme ça, etc., etc. C'est ça la Torah, c'est ça la Torah. Laisse tomber, j'en veux pas. Vous avez compris ça? Ça veut dire que les gens font l'amalgame entre la personne et la Torah. Il dit, mais il représente la Torah. C'est comme ça qu'on parle aux gens, c'est comme ça qu'on fait. La Torah m'intéresse pas. La Torah t'intéresse pas, non, c'est lui qui a un problème, c'est pas la Torah qui a un problème. Et les gens font l'amalgame, ils font un rapprochement entre la personne et la Torah. Il dit, si c'est ça que ça produit, sinon j'en veux pas. Vous avez compris? Alors qu'il a fait attention à ça, Yaakov Avinu. Il a eu peur. Il dit, j'ai jamais. Il vaut mieux réconforter les gens avec eux-mêmes. Il vaut mieux les renforcer dans ce qu'ils sont capables de faire. Il vaut mieux leur faire du kavod en leur parlant. Parce que l'Agma dans Kiddushin a dit là-bas, hein, ouais, il a marqué que Galou Yvedoua, c'est connu qu'un enfant il respecte sa mère plus que son père. Ça va? Mais non, pourquoi l'enfant respecte sa mère plus que son père? L'Agma a dit parce que Meshad Lato Bitvarim. Meshad Lato Bitvarim. Ça veut dire qu'elle le réconforte, elle le réconcilie, elle lui donne des forces par la parole. Pourquoi la parole? Parce que si tu me parles, c'est que j'existe. Si tu me parles pas, c'est que tu crois que je ne sais pas parler. Je suis un poteau, je suis un arbre. Ouais, vous avez compris? Le silence est catastrophique. Parce que si tu me parles pas, voilà, je parle pas au poteau, ni aux arbres, ni aux murs, ni aux tables. Donc tu m'as pris pour une table, tu m'as pris pour... Vous avez compris? Et c'est ça, c'est très vexant, c'est très frustrant. Il faut faire attention à ça. Donc quand vous parlez aux gens, vous leur faites kavod. Un enfant, il considère que si tu me respectes, alors je peux te respecter. J'honore ma mère parce qu'elle me parle. Vous avez compris ce que je veux dire? Et elle sait me réconforter, elle sait me réconcilier avec moi-même, elle sait me donner des forces, voilà. Meshad lato bitvarim. Vous avez compris? Vaïkachoto, Hachem il l'a pris, et il a mis au Gan Eden. Il dit, mais tu as tout à gagner d'être au Gan Eden. Tu vas y arriver, je te réconforte, je te donne de la force. Vous avez compris ça? Et ça donne des forces. Et il vaut mieux qu'on ait la capacité mentale et émotionnelle de pouvoir réussir que de se dire, et qu'on va se rappeler, on va nous rappeler ce qu'on ne sait pas faire. Vous avez compris ça? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça, c'est très important, ça, qu'on se sente forte, qu'on se sente... on est tous des juifs, on a tous une chance incroyable.
d'avoir été choisi par Hachem, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a sur des milliards de gens qui vivent sur la terre, ben vous avez fait partie de la liste des gens qu'Hachem il a choisi. C'est un privilège. Mais ça, il faut le dire aux gens, ça c'est très important. Ça donne des forces, ça donne envie de faire, vous avez compris. On sert Hachem, c'est incroyable. Et ça, il faut se donner de la force. Et ben, c'est de la même manière qu'on est heureux d'être réconforté, ben, c'est plus important de réconforter les gens en leur donnant les moyens de pouvoir réussir que de leur rappeler que finalement, ils sont handicapés. Vous avez compris, c'est pas ça qu'on veut faire. Chazak ou Baruch? Chazak.